Alors, on va revenir sur ce match capital. On a parlé de votre état d'esprit avant cette rencontre. Mais bon, certes, des cadres comme vous, Eric ou encore Willy étaient de retour. Mais la jeunesse a également été exceptionnelle, avec des joueurs comme Boga, comme Évrard, qui ont été fantastiques pendant cette rencontre. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération ? Bah, ce qui est bien dans cette équipe-là, c'est on est à peu près tous de la même génération. À peu près, il y en a qui sont un peu plus anciens, depuis 2015 avec la CAN, et pour certains depuis la Coupe du Monde. Donc, et il y a encore des anciens, plus anciens que ça encore, comme Max Gradel, comme Sérégier. Donc aujourd'hui, on essaye on va dire de mixer tout ça, pour essayer d'être au point à peu près partout dans tous les domaines. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que c'est un groupe qui comprend vite, qui écoute vite, parce que c'est plus facile d'être, on va dire, de la même génération. Le message, il passe plus vite que quand on a un décalage de génération. C'est un peu plus difficile. Donc aujourd'hui, c'est un groupe qui vit bien, avec beaucoup de concurrence, parce que si vous avez vu sur ce match-là, il y a des joueurs importants qui n'ont pas joué, comme Max Gradel, Tout à fait. mais qui reste quand même un élément clé de notre dispositif. Et le coach a décidé de faire ses choix. Comme quoi aussi, la concurrence aussi dans cette équipe-là, elle est saine. On a vu Max sauter de joie après la victoire aussi. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, de garder une concurrence saine, mais aussi de ne pas oublier l'objectif qui est de qualifier la Côte d'Ivoire et d'être toujours tous ensemble. Absolument. Bonsoir Yves Boris. Bonsoir Tia. Je ne vous ai pas vu entrer. Ah oui, si vous m'avez un peu oublié. Bonsoir Saint-Jory. Comment ça va? Très bien, merci. Ah oui, c'est vrai, vous étiez avec nous en début d'émission. Voilà. Je vous ai oublié ce soir, excusez-moi. Bon, alors messieurs, je me retourne vers vous. À Maputo, en l'absence des cadres, on avait joué avec une défense expérimentale, avec des jeunes comme Sinali Diomandé ou encore Odilon Kosonou, je vais y arriver, dans l'axe. Comment est-ce que vous avez trouvé notre bastion défensif? Moi, j'ai trouvé que le bastion défensif s'est très bien comporté. C'est vrai qu'ils sont jeunes, mais ce sont des jeunes qui ont de la qualité. Et puis ensuite, ils sont en train d'acquérir de l'expérience. Ils sont dans de bons clubs où il y a de la concurrence. Vous avez Odilon qui se retrouve du côté de Leverkusen. Vous avez Sinali qui est à Lyon, donc qui joue des matchs très intéressants chaque week-end et qui apprend, qui s'aguerrit et qui aussi est en sélection avec des tauliers, avec des cadors tels que Eric Bailly, tels que Willy Bolly. Donc ils apprennent là tout de suite. Et on a le sentiment qu'ils sont déjà prêts pour les grandes batailles. Parce que du côté de Maputo, on les a vus vraiment très sereins, gérer les phases offensives de l'attaque mozambicaine. Et puis, ils ont été véritablement costauds. Et moi, je pense que c'est des garçons, c'est des joueurs ils ont assuré lors de cette rencontre-là. Alors Serge, vous, en tant que cadre et de surcroît capitaine, quel rôle est-ce que vous jouez concrètement dans leur intégration? Bah, c'est très important. La différence de génération, comme j'ai dit, aujourd'hui, quand tu arrives dans ce groupe-là, il y a un peu plus de facilité à s'adapter parce que, comme j'ai dit, c'est une génération, on va dire, qui est à peu près proche. Et donc, c'est plus facile pour nous de communiquer, de faire passer des messages à des moments importants, à des moments clés. Donc voilà, je pense que c'est un groupe où tout le monde peut venir sans problème. Le plus important, c'est d'arriver avec une détermination, avec le même état d'esprit que le groupe vit en ce moment. Donc voilà, il n'y a pas de groupe qui est quasiment fait. Le groupe est ouvert. Il y a toujours des nouvelles têtes qu'on voit. Donc comme quoi, c'est un groupe homogène. Et puis le coach arrive à trouver, on va dire, les points forts, les points faibles et arrive à les mixer. Donc aujourd'hui, on est très content d'avoir un groupe aussi jeune, mais aussi homogène, qui reçoit bien les messages et qui les applique. Oui. Alors, Wilmots, Dussuyer, Camara, aujourd'hui Baumel, tous ces coachs ont toujours renouvelé leur confiance en vous. Comment vous expliquez ça aujourd'hui? Bah, je suis pas très difficile. C'est vrai que aujourd'hui, je suis en train de prendre un peu de la bouteille. Donc forcément, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui avec un peu plus d'attention. Donc voilà, je suis
j'ai toujours été un travailleur, j'ai toujours été quelqu'un qui bosse pour l'équipe avant de penser à moi-même. Ça, c'est ma nature personnelle. Je pense toujours aux autres avant de penser à moi. Donc voilà, je pense que c'est un leadership naturel. Après, les entraîneurs, ils viennent, il y en a qui restent plus longtemps que d'autres. Mais en tout cas, je suis content de la confiance que ces entraîneurs ont eu envers moi. Ça prouve que voilà, je suis dans l'esprit que ces entraîneurs attendent de moi. Donc voilà, c'est à moi de rester là-dessus, de continuer à donner le meilleur de moi-même, à continuer à être positif, à être disponible. Et puis voilà, c'est on va dire un statut qui ne me dérange pas. Alors, capitaine, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont dites à l'extérieur. Je vais vous donner l'opportunité de rectifier beaucoup de choses. Il y a une certaine partie de l'opinion qui a du mal à comprendre l'absence de Zaï et de Pépé dans cette sélection-là. Et justement, certains estiment que Wilfried Zaha triche avec la sélection ivoirienne. Que répondez-vous à cette partie de l'opinion ivoirienne? Non, tricher, c'est dur comme mot. Je pense que lui, il a fait le bon choix de venir avec nous. C'est clair que ça n'a pas été toujours facile de l'avoir avec nous, mais ça a toujours été quelqu'un qui a l'amour du maillot. Aujourd'hui, leur absence, le coach l'a justifié en conférence de presse. Étant en Angleterre, le Mozambique était une zone rouge. Donc les clubs avaient le choix de laisser partir les joueurs ou les retenir. Moi, de mon côté, en tout cas, j'ai fait le forcing pour être là parce que c'est une discussion aussi qu'il faut avoir avec le club, avec le coach, avec la fédération. Certains clubs acceptent de libérer les joueurs, et ce qui est normal. D'autres, non. Vous savez tous qu'on est dans une pandémie qui est un peu difficile pour tout le monde. Donc, voilà, ce n'est pas une question d'envie de ne pas venir. Je pense qu'on a eu une discussion, le coach aussi a eu une discussion avec les deux. Nico était malade, donc n'a pas pu jouer le match contre City en championnat avant de venir en sélection. Donc ça, c'est un autre cas aussi. Mais il faut vraiment que les Ivoiriens comprennent qu'on est dans une situation où aujourd'hui, la sélection est souvent pénalisée par ces décisions un peu difficiles pour nous. Et oui, des fois, il faut l'accepter, des fois non, mais c'est vrai que c'est compliqué, comme disait le confrère camerounais tout à l'heure. On est une équipe où pratiquement nos joueurs jouent tous en Europe, à l'étranger. Donc, des fois, ça va être un peu plus difficile d'avoir une équipe complète. Donc, il faudra, on va dire, regarder ce qu'on peut faire de mieux. Et ce qui est bien dans cette sélection, c'est qu'il y a beaucoup de choix aussi. Le sélectionneur a beaucoup de choix. Leur absence, bien sûr, nous a manqué, mais ceux qui étaient là sur place ont fait le boulot aussi. Donc, quand je parlais de concurrence, c'est aussi ça. Ça veut dire qu'il y a une très bonne concurrence dans l'équipe. Et bien sûr, c'est le jeu. Je pense qu'aujourd'hui, si je ne suis pas là, qu'il y en a un qui joue à ma place, il est bon ou il était meilleur que moi. C'est tout bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Mais en même temps... Non, il faut qu'on avance, Je sais que vous avez beaucoup de questions, mais là, malheureusement, on est un peu pris par le temps. Je voudrais qu'on parle de votre situation aujourd'hui. Vous êtes séparés à l'amiable avec le club de Tottenham. Exactement. Qu'est-ce qui a précipité votre départ? Parce que vous étiez quand même à 1 an de la fin de votre contrat. Précipité, non. Je pense qu'à un moment, quand tu sais que tu es un peu sur la fin avec un club, il y a des choses qui mènent à la discussion. Et on a décidé d'arrêter parce que les deux parties étaient satisfaits. Aujourd'hui, j'étais à 1 an de mon contrat. Bien sûr, je ne pensais pas re-signer. Donc j'allais être là dans une situation où le club a besoin de moi à 100%. J'étais là à 100%, mais le souci, c'est quoi? C'est que je suis à 1 an de mon contrat et donc dans 4 mois, je suis libre. Donc c'est bénéfique pour moi et difficile pour le club. Donc il fallait trouver une solution. On l'a trouvé ensemble. Et je suis très très content de ce choix-là, même si bien évidemment je laisse beaucoup de bons souvenirs là-bas. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est une fin qui est plutôt normale. Mais sais-je, par 2 fois la saison dernière, vous avez été un peu puni par votre club pour non-respect des mesures barrières. Et cela vous a coûté quand même, paraît-il, 2 semaines de salaire. Est-ce vrai? Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est tous ces petits événements enchaînés
qui aurait emmené vos dirigeants à ne plus vouloir reconduire votre contrat? Peut-être pour eux, ils estimeraient qu'il y a un peu trop d'indiscipline de la part de Serge Aurier. Non, je ne pense pas. Je pense qu'en fin de saison, j'avais déjà annoncé au club directement que j'avais envie d'autres challenges. Donc à partir de là, je pense que c'était déjà clair de la part de tout le monde. On ne pensait pas qu'on en allait arriver là, de se séparer à l'amiable, mais c'était déjà acté, c'était déjà clair. J'avais vu le président, j'avais vu les dirigeants, c'était déjà clair. Exactement, c'est déjà clair que je voulais aller voir ailleurs, aller tenter un nouveau challenge. Après, concernant, on va dire, les règles Covid, déjà, la première fois où c'est arrivé, ils se sont complètement trompés parce que ce n'était pas moi. C'était un ami dans le vestiaire que je ne dirais pas le nom, qui était allé courir avec le programme du club, avec aussi un mec de l'équipe, donc que les journalistes ont vu de loin et ils ont dit que ce n'était pas moi, mais ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas tout le temps justifier les choses qui sortent, ou de bon ou de mauvais, j'aime pas. Donc bien sûr que certaines personnes ont cru que c'était moi. Après, la deuxième fois, c'était avec mon coiffeur, où on était dans les règles du Covid. Il avait son max, il est venu chez moi avec son test. Tout était... Mais si je ne postais pas la vidéo ou la photo, on n'aurait pas su que j'étais avec lui. Oui. Et il y a d'autres joueurs qui ont posté des photos avec des coiffeurs qui n'ont pas été révélés. Donc, c'est pas, on va dire... Vous trouvez qu'on s'acharne un peu sur vous? Non, pas du tout. J'ai passé ce cap-là. Je pense que l'époque où j'étais un peu, on va dire, à l'écoute de tout ce qui se dit sur moi, elle est passée. Aujourd'hui, j'ai une fille, j'ai une famille. Donc voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles je ne prête pas attention. Je préfère aujourd'hui regarder. C'est que vous êtes un champion et vous allez le rester encore très longtemps. Et pour preuve, Dorgelès nous a préparé des petites stats, voilà, des chiffres sur vous, Serge Aurier. Et puis un top 3 de vos plus belles actions. De l'enfant Doura Gayo en Premier League avec la formation de Tottenham. 77 matchs en Premier League, 16 matchs au niveau de la Ligue des Champions, 5 matchs en Europa League, 6 matchs en FA Cup, 6 matchs également en FL Cup. Au total, 110 matchs, 8 buts, 17 passes décisives, 9193 minutes jouées avec Tottenham et puis avec la Côte d'Ivoire. C'est 66 sélections et puis 2 buts. Il est dans ce club-là depuis un bon moment et puis avec les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est depuis le 8 juin 2013 qu'il est avec nous. D'accord. Allez, le top 3. Le top 3, allez, on va vous présenter, on va commencer d'abord par le numéro 3. C'était en championnat. Tottenham contre Crystal Palace en 2019, 4-0 pour... Ah ouais, le top 3, on va regarder. Ouais, c'est pas mal. C'est ce que je vous ai appris à l'entraînement, en fait. Non, c'est bien, hein, tu vois, quand on élève à retranscrire. Voilà, ça c'est bien, ça. Bravo. Merci bien. Félicitations. Le top 2 allons-y. Allez, le top 2, c'était encore en championnat contre les Foxes de Leicester. On regarde. Aurier! What a finish, Serge Aurier! C'est pas le plus beau, c'est là. Et puis le top 1, Tottenham contre Olympiakos en Ligue des Champions 4-2. Il marque le 3e but de son équipe, donne l'avantage à son équipe. Et puis ensuite, Harry Kane marque le 4e but. On regarde le but. C'est un éléphant. C'est un éléphant. Absolument, absolument. Bon, alors tout ça, toutes ces grosses performances, vous les avez réalisées essentiellement sous Pochettino. Ensuite, il y a eu l'ère José Mourinho. Ça s'est peut-être un petit peu moins bien passé, on vous a senti un petit peu moins bien et un petit peu moins à l'aise dans son système de jeu. Est-ce qu'il y avait un problème, honnêtement, avec José Mourinho? Non, c'est une personne que j'ai toujours appréciée avant qu'il soit mon entraîneur. J'aimais bien sa façon de faire, j'aimais bien comment il travaillait avec les joueurs africains, etc. Donc, et en plus, avec tous les trophées qu'il a gagnés, donc comment on n'est pas l'aimé, il allie, on va dire, un peu de folie dans ses choix, dans tout ce qu'il fait. Donc, c'est ce qui fait un peu sa marque. Mais oui, quand il est arrivé, il m'a beaucoup fait jouer. C'est vrai qu'il m'a beaucoup fait jouer. J'ai commencé à beaucoup jouer. Après, oui, c'est clair qu'on a eu des petites mésententes sur
sur plein de points. C'est un entraîneur qui demande des choses. Je suis aussi un joueur qui attend beaucoup de choses aussi. Donc forcément, ça n'a pas toujours été, on va dire, les beaux jours entre nous, mais il y a eu beaucoup de respect dans le travail et dans tout ce qui s'est passé entre nous en tout cas. Oui, Ballon. Oui, justement, par rapport à José Mourinho, il renvoie une image de personnage qui clive dans les vestiaires, notamment dans les derniers jours de son séjour dans certains clubs. Est-ce que vous, dans les vestiaires, vous avez pu vous rendre compte de ce personnage qui clive dans les vestiaires, là, ou c'est un fantasme? Non, après, je pense qu'il a sa manière de travailler. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire avec beaucoup de trophées. Donc, après, je pense que aussi, voilà, dans un vestiaire, il faut tout prendre en compte. Il y a tout. Il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de joie, comme dans tout travail au monde. Donc, ouais, après, certaines personnes ne vont pas forcément aimer la gestion de la personne. D'autres, si, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je pense que quand il est arrivé, on a très très bien progressé. On s'est qualifié directement pour l'Europa League. Pourtant, on avait très très mal commencé la saison. Et puis après, en deuxième partie de saison, c'était un peu plus difficile. On avait bien commencé aussi. On était premier au bout de 5 matchs ou 6 matchs, je pense. Et après, derrière, voilà, il y a eu des choix qui ont peut-être affaibli l'équipe. Il y a des joueurs qui n'étaient aussi pas contents du traitement. Donc, ouais, c'est un peu de tout. C'est comme au travail, quand tu n'es pas content de tes heures de travail, tu te plains, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'était un peu dommage que ça se finisse comme ça, parce qu'on avait très, très bien commencé la saison. Mais voilà, dans une saison, il y a des hauts et des bas. Et dans ces moments de faiblesse-là, il faut être ensemble. Et je pense que ça n'a pas été le cas. D'accord. Alors Serge, on vous annonce un petit peu partout, hein, notamment en France. Il y a le nom du PSG qui revient. L'AS Monaco également, on en parle. Est-ce que vous seriez favorable à un retour en Ligue 1 ? Bah écoutez, je n'ai jamais fermé la porte à la Ligue 1. J'ai toujours dit à mon entourage et ceux qui me connaissent bien savent que si un jour je devrais revenir en France, c'est forcément à Paris parce que c'est mon club de cœur. Après, ça c'est mes envies personnelles. Après, ce que la vie décide et ce que le football décide, ce n'est pas aussi ce qu'on veut. Donc ouais, ça ne me dérangerait pas de revenir en Ligue 1. Mais il n'y a qu'un seul club où je ne pourrais pas revenir, c'est Marseille. Mais sinon, le reste, ça se discute. Ça dépendra du projet, ça dépendra de beaucoup de choses. Mais en tout cas, non, je n'ai jamais fermé la porte à la Ligue 1. Et au contraire, j'ai passé des belles années en Ligue 1. Et c'est un championnat qui me va bien. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de fans du Paris Saint-Germain dans notre rédaction. Ils seraient très heureux de vous retrouver sous les couleurs du PSG. Allez, on va enchaîner avec la suite. On doit parler de la Super D3. Agir accompagne Zoman et Guéry en Ligue 2. Ça y est, c'est la fin du suspense en Super D3. Le dernier qualifié pour la Ligue 2 est connu depuis cet après-midi. Il s'agit de Agir de Guy Berrois. Le club cher au président Armand Gouroux doit son statut à sa précieuse victoire aux dépens de l'Amfiara sur le score de 2-1 au stade Robert Champroux de Marcory. Agir rejoint ainsi Zoman FC et Guéry qui avaient validé leur billet pour la montée bien avant l'ultime journée. On a vu cette dernière journée, notamment donc, au Champroux, se terminer par une image déshonorante. 2 joueurs de l'Amfiara en train de s'en prendre violemment aux arbitres. Voilà, c'était pas très très joli à voir, mais il y a quelques minutes, le PCA de l'Amfiara, M. Abdoulaye Diabaté, a pondu un communiqué sur sa page Facebook dans lequel il présente ses excuses sincères. Voilà, vous pouvez voir le communiqué. Si vous voulez le lire dans son intégralité, allez sur la page Facebook. Mais en tout cas, ce sont des plates excuses. Un petit mot rapidement. Ouais, ce n'est pas pour la première fois quand même qu'il y a ce genre d'acte dans le football, mais c'est à proscrit, ça c'est clair. Il faut que le fair play soit au devant de tout. C'est bien cette sortie de la part du PCA de ce club, de présenter ses excuses et surtout de pouvoir sanctionner les personnes qui ont posé ces genres d'actes-là. Voilà. Bon, on vous tiendra informé de la suite des événements.